on passe en revue deux opportunités d'investissement qui me paraissent sous-évaluées. Je vais vous donner les clés de l'analyse et vous indiquer pourquoi je pense qu'elles sont sous-valorisées. Petite nouveauté, dans la section valorisation, je vais vous montrer une autre façon de voir si une entreprise est sur ou sous-valorisée. Restez bien sur la vidéo. On va commencer l'analyse tout de suite avec Vinci. Donc Vinci, c'est le leader français et un des leaders mondiaux dans l'ingénierie du bâtiment, BTP, concession, de l'énergie également, infrastructure également avec des aéroports, donc c'est très diversifié quand même. Et c'est aussi, ce qui est intéressant, géographiquement diversifié. On a un risque France qui pèse un peu sur le groupe, et beaucoup moins que sur FH par exemple, qui est plus exposé à la France. Donc pour Vinci, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont bien à l'international. Donc s'il y a une décote liée à la France, à mon avis, elle va s'atténuer par la suite, vu que le groupe continue de s'étendre à l'international. Au niveau du prix de l'action, c'est une donnée intéressante qui vous dit uniquement s'il y a du momentum ou pas. Sur 10 ans, on est passé de 67 € jusqu'à 120 €, donc presque un x2 sur 10 ans, donc à peu près 7% annualisé. Ça, c'est hors dividende. Au niveau de la market cap, on est passé du large cap à une large cap, mais on était quand même seulement sur 37 milliards d'euros il y a 10 ans. Maintenant, on est à 66, donc pas mal, même trajectoire que le prix de l'action. Et si vous aviez investi 10 000 € il y a 10 ans sur Vinci, vous auriez actuellement 24 600 €. Donc là, c'est un peu notre histoire, puisque le prix de l'action n'inclut pas les dividendes. Ici, ça inclut les dividendes. C'est une entreprise qui verse un dividende relativement généreux. On est avec 4,2% ici. Donc, si vous réinvestissez vos dividendes sur Vinci, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça dépend de votre philosophie d'investissement et votre phase aussi d'investissement. Est-ce que vous êtes en rente ou est-ce que vous êtes en phase d'accumulation du capital? Bon, si vous réinvestissez vos dividendes, en tout cas, vous avez une performance qui est tout à fait honorable. Donc, plutôt bien, ça d'un point de vue momentum et performance de l'action et performance de l'entreprise, évidemment. Dans l'actualité récente, je suis allé voir sur Zone Bourse, on a une acquisition. Alors c'est un peu curieux parce qu'ils font une acquisition dans le secteur de l'IT et du consulting. Et c'est une filiale énergie de Vinci qui fait cette acquisition, qui, je suppose que l'entreprise qui rachète a un savoir-faire particulier dans ce domaine métier, même si c'est une boîte d'IT, ça doit faire du sens. C'est plus vraiment le sens de l'histoire d'acheter des boîtes d'IT parce qu'on a la menace de l'intelligence artificielle. Peut-être qu'ici, il y avait un savoir-faire particulier qu'ils ont voulu acquérir. En tout cas, ils continuent de s'étendre à l'international, donc ça, c'est plutôt très positif. On regarde les comptes, très important les comptes pour savoir quelle est la performance de l'entreprise. Et après, il faut savoir, est-ce qu'on paye cher une performance médiocre? Est-ce qu'on paye raisonnablement une bonne performance, etc. Un bon investissement, c'est pas forcément une bonne entreprise, et vice-versa. Donc là, il faut bien regarder les comptes. On est sur une croissance médiane du chiffre d'affaires sur Vinci de 5,7% sur 10 ans, tout à fait honorable. C'est une entreprise qui est quand même mature, donc on est sur une phase de croissance mature. C'est une croissance organique et externe aussi. On a fait 89 milliards d'euros d'acquisition sur 10 ans. Donc ils sont très bons sur les acquisitions, ce qui est bien, c'est qu'ils gèrent très très finement la dette. En plus, ils ont des concessions qui donnent une très belle visibilité sur les cash flows, qui vous permet de vous endetter pas très cher, puisque le marché a confiance ou les banquiers ont confiance vu que vous n'êtes pas trop risqué. Donc vous avez des taux d'intérêt attractifs. Donc Vinci, ils ont aussi un vrai savoir-faire dans cette gestion de la dette, et donc ils peuvent aussi dégainer quand il le faut pour faire une acquisition en profitant justement de leur bilan. Et ça c'est très bien. Donc ça nous donne actuellement à juin 2026 une croissance de 3,3%. Ça ralentit un petit peu quand même, c'est normal. On est quand même sur une activité mature, il ne faut pas s'attendre à des taux de croissance à deux chiffres. Là, on va plutôt être sur du mid single digit. Bon, c'est pas très grave, ça veut simplement dire que les multiples seront plus bas, mais ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise est de mauvaise qualité. Ça, il faut le regarder par rapport, d'une part, aux marges, ce qu'on va faire tout de suite, et après à la rentabilité. Donc d'abord les marges. Si on regarde, taux de marge brute, c'est un peu particulier dans cette industrie, le taux de marge brut, il faut voir ce qui compte dedans, parce qu'on voit qu'en fait, on a souvent le taux de marge d'EBITDA qui est au-dessus. Je vous propose de le négliger, le taux de marge brut, mais on voit qu'il est quand même en augmentation. Ce qui est plus intéressant ici, c'est le taux de marge d'EBITDA, donc on va dire que c'est ce qui mesure l'efficience opérationnelle, modulo les dépréciations et amortissements, c'est avant dépréciation et amortissement. On voit qu'on est au plus haut depuis 10 ans en tout cas. C'est peut-être le cas aussi sur 20 ans. Si on dézoome un petit peu, ça pourra nous donner c'est plus haut depuis 20 ans également. Donc Vinci, on est sur une boîte qui a un levier opérationnel assez sympa. C'est très bien. Il y a une efficience opérationnelle. Le management arrive à améliorer l'efficacité de l'entreprise. Donc on est presque à 17% de taux de marge d'EBITDA. C'est tout à fait honorable pour cette industrie qui a des gros coûts fixes. Malgré tout, on arrive, justement quand on a des coûts fixes,
et bien le fait de faire de la croissance, ça vous permet d'avoir du levier opérationnel positif et d'avoir un taux de marge d'EBITDA qui augmente. Et ça, c'est très bien. Le taux de marge de free cash flow, plus intéressant que le taux de marge net, on est à 12%. Donc là aussi, on est quand même sur un niveau assez record. Donc quand on génère pas mal de free cash flow, c'est intéressant parce qu'en tant qu'actionnaire, on va pouvoir, normalement, si le management fait ce qu'il faut, avoir un retour cash à partir de ces free cash flow, dividendes et rachats d'actions. On va voir s'ils le font après. Mais ici, on est sur une bonne génération de free cash flow. En tout cas, on est quasiment double par rapport au taux de marge net. Alors, on va aller creuser pourquoi c'est le cas derrière. On peut intuitivement penser que c'est grâce à l'intensité capitalistique et aussi aux besoins en fonds de roulement. On va voir ça. Mais le taux de marge net est plutôt stable. C'est bien. C'est pas mon indicateur. C'est pas le taux de marge le plus intéressant ici, pour Vinci. Et vraiment, il faut plutôt regarder le taux de marge de free cash flow. Donc, trajectoire superbe, magnifique. Donc, une entreprise qui est très très bien gérée. Ensuite, il faut regarder qu'est-ce qui se passe justement au niveau de la conversion du résultat net en free cash flow. Parce que vous pouvez tomber dans la situation où vous avez une superbe croissance des bénéfices, un résultat net élevé. Si ça ne se convertit pas en argent selon un trébuchant, c'est plutôt dommage. Après, en fonction du profil de l'entreprise, ça peut s'accepter parce que si vous êtes une boîte de croissance qui a besoin de réinvestir massivement et que vous êtes au début d'un marché qui est en pleine croissance, oui, on peut accepter d'avoir des free cash flow qui sont bas, voire négatifs. Pas un problème, puisqu'on investit pour le futur. Et à long terme, on s'attend à avoir des free cash flow. Ainsi, c'est plutôt une boîte de croissance mature. On doit s'attendre à une génération de free cash flow intéressante et un retour cash à l'actionnaire parce que justement, on n'a pas besoin de réinvestir massivement vu qu'il n'y a pas beaucoup de croissance. Même si c'est un secteur qui est intensif en capital. Alors, plus de free cash flow que de résultats nets, donc c'est ce qui est attendu. Donc là, c'est en cumulé sur 10 ans. Très bien. Comment c'est obtenu? On a un besoin en fonds de roulement qui est négatif, de plus en plus négatif quand on regarde la variation ici. Et ça, c'est très très bien. Le besoin en fonds de roulement, quand il est négatif, vous apporte du levier gratuit. Vos fournisseurs vous font crédit, puisque vos clients vous payent et vous payez plus tard vos fournisseurs. Très bien. C'est-à-dire que là, vous avez de l'argent qui vous est donné gratuitement pendant l'intervalle de temps que vous ne payez pas vos fournisseurs. Donc ça vous fait du levier naturel. Et ça, c'est très très bien. On voit qu'avec le temps, ce BFR est devenu de plus en plus négatif. Il y a 10 ans, on était quasiment sur une variation nulle du BFR. Bon, d'accord. Et ça s'est accéléré depuis 2019. Donc là, ils ont vraiment travaillé là-dessus. Alors, ça passe bien sûr par la mise sous pression de vos fournisseurs. Donc, il faut le faire quand même dans la règle de l'art. Il faut respecter les règles du jeu. Il y a souvent des entreprises qui sont affichées comme étant mauvaises payeuses. Le délai légal de mémoire de paiement des fournisseurs, c'est 90 jours. Si vous allez au-delà, super, ça améliore votre rentabilité, mais par contre, votre réputation peut en subir un coup. Donc, il faut faire gaffe quand même. Je pense que Vinci, ils sont corrects et donc ils arrivent à respecter les règles tout en optimisant leurs besoins en fonds de roulement. Donc, moins 13 milliards, moins 14 milliards sur 10 ans. Très, très bien. Le besoin en fonds de roulement est aussi corrélé à la taille. Plus vous êtes gros, plus vous pouvez mettre de la pression sur vos fournisseurs. Et donc, si maintenant qu'ils sont quand même assez gros, ils peuvent le faire facilement. Donc ça, c'est un élément de réponse. Pourquoi on a beaucoup plus de free cash flow que de résultats nets. Et après, quand on regarde les investissements, on voit que on a une équivalence entre les capex et les dotations d'amortissement. Ça veut dire que l'entreprise maintient son appareil productif, en tout cas en organique. Elle dépense ce qu'il faut pour remplacer l'usure de ses actifs. En revanche, elle n'a pas d'investissement en excès par rapport à cette usure. Ça veut dire que organiquement, l'entreprise n'investit pas pour faire croître ses actifs. C'est attendu dans cette phase de maturité. Comment est-ce que l'entreprise va faire croître ses actifs avec des acquisitions? Et c'est ce que fait Vinci. Très très bien. On a un peu d'autres éléments en cash, 3 milliards d'euros. Là, ça va être plutôt des provisions, etc. Bon, c'est dans le tableau de trésorerie. C'est marginal ici pour Vinci. Donc là, on a les éléments de réponse. On comprend pourquoi on a plus de free cash flow que de résultats nets. Et c'est ce qui est attendu vu la phase de maturité du groupe si la boîte était bien gérée. Donc là, c'est un élément qui nous indique quand même que la boîte est bien gérée, au-delà des marges. Et après, évidemment, il faut regarder la rentabilité. Parce que c'est bien d'avoir des marges, mais si votre rotation d'actifs n'est pas terrible, en fait, vous ne générez pas de résultats, quoi. Donc là, si on regarde, on a le rendement des capitaux investis, qui est une mesure de profitabilité qui prend en compte tous les capitaux investis, c'est-à-dire la dette et les fonds propres. On est à 8,7%. C'est normal que ça ne soit pas non plus sur une valeur de chiffres. On est sur un métier qui est intensif en capital. Le capital investi, ça va être la dette et les fonds propres, ou si on regarde plutôt côté actif, on va avoir les actifs immobilisés, besoin en fonds de roulement. Donc le besoin en fonds de roulement, on a vu que ça s'améliore, ça c'est bien. L'intensité capitalistique, elle reste au même niveau, elle ne bouge pas. Les actifs immobilisés, ils sont pas en croissance puisqu'ils investissent pas avec des capex d'investissement, mais avec des capex de maintenance. Donc à ce niveau, on est plutôt stable. Et si on regarde le détail un peu de cette rentabilité, on voit que le taux de marge opérationnelle, donc là c'est après dépréciation et amortissement, lui est en légère augmentation depuis 10 ans. On est à un niveau record, ça c'est bien. En revanche, la rotation d'actifs est plutôt stable. Donc ils n'ont pas changé leur intensité capitalistique.
modulo le BFR. Lui, le BFR, il s'améliore. Malgré tout, on reste sur une rotation d'actifs qui est plutôt stable. Et donc là, ça vous donne vraiment des capitaux investis qui est à 8,7%. Et c'est plutôt pas trop mal parce que l'équation de création de valeur vous dit que si votre rentabilité est supérieure à vos coûts des capitaux, vous créez de la valeur pour les actionnaire. Donc vous allez mesurer votre création de valeur par rapport au coût moyen pondéré du capital. C'est-à-dire que vous allez comparer votre rentabilité opérationnelle, ici le rendement des capitaux investis, face au coût moyen pondéré du capital. Le coût moyen pondéré du capital, il prend en compte le coût de la dette et il prend en compte le coût des fonds propres. On est sur une boîte qui est quand même plutôt pas mal gérée, qui a une bonne visibilité sur les cash flows grâce aux concessions, donc ils ont des taux d'intérêt qui sont plutôt bas. Le fait de payer des intérêts, ça vous réduit vos impôts, donc ça, c'est pour ça que c'est quand même intéressant de toujours être un petit peu endetté. Et le coût des fonds propres, bon, on est quand même sur une boîte qui est relativement cyclique, avec à côté des concessions, donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre un petit peu. Je pense qu'on doit avoir un bêta qui est, c'est-à-dire une corrélation avec le marché, grosso modo, hein, c'est pas une corrélation, mais grosso modo, qui est proche de 1. Donc, à mon avis, coût des fonds propres, on doit être allez, si on veut être pessimiste, à 10%, avec un bêta de 1, et un coût de la dette qui doit être autour des 4%, quelque chose comme ça. Ça vous donne, à mon avis, un coût moyen pondéré du capital qui doit être inférieur à ce qu'on a ici. On doit être sur du 7%. 7,5% pour Vinci, c'est-à-dire que le groupe crée de la valeur. Et c'est pour ça que du coup, on a un cours de l'action qui progresse. Parce que quand on crée de la valeur, en fait, le marché, et en tout cas, est toujours prêt à mettre des multiples plus importants que pour une boîte qui ne crée pas de valeur. Donc là, c'est bien. Niveau de l'endettement, on regarde, on est endetté, on est bien endetté, et c'est normal. On est à 2 fois l'EBITDA. Pour moi, je pense que c'est un niveau optimal. Parce que, en plus, on a un EBITDA qui monte, donc le levier va baisser. Enfin, ça dépend s'ils font des acquisitions, hein, bien sûr, mais ils sont très très pointus dans la gestion de la dette. Et donc, avec ça, on a un levier qui est relativement sous contrôle et qui est optimal. En plus, comme on a les concessions, bon, ça permet de prendre un petit peu plus de dette sans trop de risques. Donc là, moi, je trouve que c'est très très bien d'être à 2 fois les EBITDA en dette nette sur Vinci. C'est leur niveau optimal. Il n'y a pas de raison qu'ils remboursent activement la dette. Hein. Là, je pense qu'ils peuvent rester à ce niveau-là. Et si besoin, ils peuvent faire une acquisition avec l'espace supplémentaire qu'ils ont dans le bilan. Hein. On peut facilement aller sur 3 fois les EBITDA en dette nette sur Vinci. C'est pas du tout un problème. Donc là, plutôt bien. Au niveau du free cash flow, c'est 2 fois et demi. Bon, on est maîtrisé quoi sur la dette. Ça, c'est bien. Donc c'est bien de générer des free cash flow. Maintenant, est-ce que l'actionnaire en voit la couleur? On regarde ça avec le dividende et les rachats d'actions. Donc 9 milliards 250 millions de free cash flow. On a un dividende de 2 milliards 8. Donc bon, le payout ratio est quand même plutôt faible. Là, on est à moins d'un tiers, donc très très sécurisé ce dividende. Ils complémentent ça, ils agrémentent ça de rachats d'actions. Alors attention, il y a des rachats d'actions qui sont pour le plan d'actionnariat salarié qui s'appelle Castor de mémoire, si je connais bien. Et je pense qu'il y a aussi une partie de ces rachats d'actions qui sont annulés. Donc, voilà. Ce qui est distribué aux salariés, c'est pas relutif pour les actionnaires. En revanche, ce qui est annulé, ça c'est relutif pour l'actionnaire. Donc, ici, ce qu'ils nous mettent comme rendement d'actionnaire, ça prend en compte, mais je pense que ça prend bien en compte le fait que on a aussi des actions qui sont distribuées aux salariés. Hein, parce que quand on a ce saut comme ça, c'est les distributions aux salariés. Dans l'autre, ça nous fait 6% de rendement d'actionnaire. Plutôt confortable, hein, avec un dividende au cours actuel qui rapporte, allez, grosso modo 4%. 3,5-4%, plutôt agréable quand même. Allez, la valorisation. Est-ce qu'on paye cher Vinci au cours actuel? C'est quand même important de pas trop surpayer ces boîtes, hein, parce que même si une boîte est magnifique, si vous la payez 10 fois trop cher, vous ferez jamais de gain en bourse. Donc là, il est important quand même de savoir si cette boîte, d'une qualité quand même honorable, est chèrement payée. On est à 6,9 en valeur entreprise sur EBITDA contre une médiane de 9. C'est-à-dire qu'il y a une décote par rapport à l'historique, alors que la qualité de la boîte a monté depuis 10 ans, hein, c'est ce qu'on a vu auparavant, hausse des marges, hausse de la rentabilité, légère baisse du levier financier. Bon, il y a une petite décote. Pareil, un prêt free cash flow, on est à 7, un prêt free cash flow contre une médiane de 8,6. Donc, quand on regarde une approche par les multiples, il y a quand même une petite décote. Pourquoi est-ce qu'on a une décote? On peut en parler après. Ce que je voulais vous montrer, c'est ceci, une petite valorisation via un DCF. Alors le problème quand on fait des DCF, des actualisations de flux de trésorerie, c'est qu'on a un point qui est estimé et que bon, on peut faire une analyse de sensibilité, on fait bouger un petit peu les variables et on voit ce que ça donne, etc. Je trouve que c'est pas une très bonne façon de visualiser. Ce qui est plus intéressant, c'est de faire une simulation Monte Carlo, c'est-à-dire on va faire 25 000 tirages dans les distributions des valeurs, des paramètres qui rentrent en ligne de compte du DCF, croissance du chiffre d'affaires, croissance des free cash flow sur une première phase de croissance,
taux d'actualisation, qui est le coût moyen pondéré du capital, et après on rajoute une deuxième phase de croissance à l'infini, où on se met un taux de croissance qui correspond normalement à une valeur qui est en dessous de la croissance de l'économie, sinon ça veut dire que la boîte fait toute l'économie, ce qui n'a pas de sens à l'infini. Bon, et quand on fait ça, pour Vinci, ce qu'on trouve, c'est que le cours actuel est quand même dans la queue de distribution vers la gauche. Hein. Donc ici, là, en surveillance, vous avez les, on va dire, les 80%. Donc là, on est quand même peut-être à 2 écarts types. Hein. Donc par rapport à cette simulation, est-ce que les hypothèses de cette simulation sont pertinentes? Je l'espère. Maintenant, vous pouvez challenger ça. Vous pouvez mettre vos propres arguments pour dire, ben non, la croissance des free cash flow sur la première phase de croissance, ça sera plutôt 10%. Pourquoi pas? Mais là, il faut solidement argumenter. Donc, c'est là qu'on peut discuter. Moi, d'ailleurs, ça en commentaire. Hein. Si, par exemple, ces hypothèses vous semblent pas pertinentes, quelles hypothèses vous mettriez? Mais si vous mettez des hypothèses, il faut les argumenter. Par exemple, en disant, il va y avoir la croissance supplémentaire, je sais pas, avec des data centers, de l'infrastructure, n'importe quoi. Le taux d'actualisation, lui, le coût moyen pondéré du capital, bon, on peut l'estimer avec le coût des fonds propres. Ça nous est donné par des études statistiques. Hein. Je vais en voir sur le site de Aswad Damodaran qui met ça tous les jours, tous les ans à jour et qui vous donne des infos par industrie, par géographie, très intéressant. Et le coût de la dette, ça se trouve dans les rapports financiers du groupe. Bon, donc 119 € actuellement, donc on est vraiment sur la gauche, hein, dans la queue de distribution. Et ce qu'on regarde ici, ce qui est intéressant, c'est ce que le marché price, d'après cette simulation, si elle est pertinente, je le pense quand même, à 119 €, on aurait une croissance de la phase 1 qui durerait à peu près 7 ans, des free cash flow de 2,1 à 2,2%. C'est quand même relativement faible hein, quand on considère l'historique. Et un coût moyen pondéré du capital de 8,7 à 8,8. C'est un peu agressif comme taux d'actualisation. Croissance à l'infini, 1,3%. Bien moins que la croissance du PIB mondial, alors que c'est un groupe qui est mondialisé. Donc, le marché est relativement pessimiste. Attention, ces modèles DCF, ils n'embarquent pas des éventuelles décotes supplémentaires. Des décotes qui ne sont pas capturées par la croissance des free cash flow, ni le taux d'actualisation. Ça peut être quoi? Pour le cas de Vinci, il n'y a pas de décote de liquidité, c'est un grand groupe qui est bien liquide. Il n'y a pas de décote de small cap, c'est une large cap. Il y a la décote France. Et là, il faut essayer d'estimer cette décote France. Quelle est la part du chiffre d'affaires qui est réalisé en France et quelle est la part des bénéfices qui est fait en France? Parce qu'évidemment, on peut toujours se prendre des taxes additionnelles sur les super profits. Évidemment, toujours super les profits, bref. Donc là-dessus, il faut essayer d'estimer ça. Est-ce que ces décotes sont justifiées ou pas? C'est à vous de raconter votre propre histoire. On peut à nouveau en parler en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est justifié que Vinci soit à une valorisation aussi basse compte tenu des hypothèses de valorisation? Et on peut regarder aussi les multiples. Est-ce que cette décote par rapport aux multiples est justifiée? Donc sur Vinci, moi je pense, chacun fait ce qu'il veut, je pense qu'il y a une opportunité d'investissement. En tout cas, c'est plutôt confortable d'avoir ces 3,5-4% de 4,2% de rendement du dividende avec des rachats d'actions en complément, ce qui est plutôt pas mal. C'est une boîte qui est relativement cyclique, un peu contrebalancée par les infrastructures, par les concessions autoroutières, etc. Le risque qui pèse, c'est évidemment les élections de 2027 en France, des éventuelles taxes supplémentaires, des expropriations sur les concessions, sur les autoroutes. Et évidemment, est-ce que ça mérite d'avoir une telle décote pour autant? Je vous laisse juge, on peut en parler. Le titre suivant, c'est Michelin. Donc là, on est vraiment sur une boîte beaucoup plus cyclique. Hein. Donc c'est plus sportif de faire du Michelin. C'est une boîte qui est très très bien gérée et qui est dans un marché qui est très concurrentiel. Malgré cela, le management est bon, je trouve. C'est que mon avis. Hein. Ils arrivent à tirer leur épingle du jeu face à une concurrence asiatique qui est quand même sévère. Hein. Donc eux, leur stratégie, ça va quand même être de monter en gamme. Voilà. Ils veulent vraiment pouvoir avoir des pneus innovants. Donc ils investissent massivement sur la R&D pour avoir du pricing power. Et forcément, si vous avez du pricing power, derrière, ça vous permet une meilleure génération de free cash flow, toute chose égale par ailleurs. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour être compétitif, qu'est-ce qu'il doit faire? Malheureusement, il doit fermer des usines en France. Hein. Je ne sais plus s'il en reste beaucoup, mais le sens de l'histoire, c'est qu'à la fin, il n'y aura plus de Michelin en France. C'est normal. Le coût du travail est beaucoup trop élevé pour eux. Donc ils font ce qu'il faut d'un point de vue actionnaire, en tout cas. Pour les salariés, je ne sais pas, mais pour les actionnaires, oui. Il faut aller dans des pays où le coût salarial est beaucoup plus bas. C'est pas, si vous êtes face à des Asiatiques qui ont des coûts salariaux à 1/10 des vôtres, c'est bien sûr que la concurrence n'est pas égale. La compétition n'est pas juste. Donc dans ce cas-là, il faut aussi compenser ce désavantage par du pricing power et donc de l'innovation. C'est ce qu'ils font, Michelin. Ils sont, on va dire, dans une phase un peu de turnaround. C'est-à-dire qu'ils se repositionnent aussi sur des pneus pour les véhicules électriques. Donc pour l'instant, il y a une dépense en capital qui est importante pour saisir la croissance future pour les véhicules électriques. Je ne pense pas qu'il faille les enterrer trop vite. Après, c'est pas cher, évidemment. Donc c'est ça qui peut rendre le titre intéressant. Alors, au niveau du prix de l'action,
Sur 10 ans, hors dividende, 23 euros il y a 10 ans, 34 euros actuellement. Un maigre 50%, voire moins, ok. Si on regarde la market cap, c'est à peu près la même histoire. On est passé d'une boîte qui faisait 17 milliards il y a 10 ans, 23 milliards actuellement, donc plus 50%. C'est pas foudroyant non plus. 10 000 euros investis il y a 10 ans, qu'est-ce que ça vous donne actuellement? Ça vous donne 20 550 euros. Là, ça commence à être quand même intéressant. Voilà, un petit 7% annualisé. Bon, avec les dividendes investis, bien sûr. Les dividendes sont quand même copieux. Hein, sur Michelin, on a 3,9% de rendement du dividende. Donc ça reste intéressant. Voilà. Vous avez quand même une performance correcte. C'est un peu cyclique, toutefois. Hein, bien sûr, il faut le prendre en compte. Mais comme c'est un management qui est plutôt bon, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Dans l'actualité récente du groupe, une petite opinion positive de JP Morgan. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Quel est le track record de JP Morgan sur Michelin? J'en sais rien. Mais voilà, eux, ils mettent un objectif de cours à 42 euros. C'est quand même relativement éloigné du prix actuel. Donc, ils voient du potentiel. Moi aussi, je vois du potentiel. On peut regarder ça sur Coinfin, bien sûr. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le lien en haut à droite et vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos. Alors, croissance du chiffre d'affaires sur Michelin, c'est 1% en médiane. Depuis 2022, c'est brutal, hein, la décélération. On est maintenant sur du moins de 4% en glissement annuel à juin 2026, malgré 22 milliards d'acquisitions. La concurrence est très rude. Bon, ils font ce qu'il faut, d'un autre côté, pour essayer de rester dans le jeu. Et on va aller regarder ce que ça donne sur les marges et sur les investissements. Mais c'est pas une industrie qui a une grosse croissance. Hein. Au mieux, à mon avis, il faudra s'attendre à du 3%. Voilà, du low single digit, 3%, 3-5% peut-être. Mais on n'est pas sur de la croissance fulgurante. Est-ce que c'est un mauvais investissement pour autant? Pas forcément. Ça dépend à quel prix on paye ça. Et on peut avoir aussi de l'expansion des marges hein, qui compense une baisse du chiffre d'affaires. Même si c'est assez dur. C'est toujours plus facile d'avoir de la croissance pour avoir une croissance des marges, évidemment, par exemple avec les économies d'échelle, le levier opérationnel, etc. Bon. Donc le taux de marge brute sur 10 ans, malheureusement, il baisse. On est passé d'un taux de marge brute qui était relativement élevé, on était à 34%, on est maintenant à 27%. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que ça se stabilise depuis 2022, voire c'est légèrement haussier avec de la cyclicité. Ils ont pas tant que ça de pricing power non plus, il ne faut pas rêver, la concurrence asiatique est très rude. En fait, il y a aussi, ils sont très présents sur le marché de la première monte, c'est-à-dire les pneus qui équipent les véhicules neufs. Et là-dessus, les constructeurs, ils mettent une pression de dingue hein, sur les fournisseurs de pneumatiques. Donc, Michelin souffre à cause de ça. C'est plutôt la seconde monte, en fait, leur marché. Là où ils ont un peu de pricing power. Sur le taux de marge d'EBITDA, là, c'est intéressant. Et là, on voit que le management est bon. Parce que, vous voyez la chute hein, du taux de marge brut. Elle est quand même assez violente. Hein. On a perdu 6-7 points en 10 ans. Le taux de marge d'EBITDA, lui, il passe de 18,9 à 17,3. On a perdu 1 point. Allez, 1,5 point. En 10 ans, malgré un effondrement du taux de marge brute. Donc là, le signe, c'est qu'il y a une énorme compensation avec des gains d'efficience opérationnelle. Donc le management est bon. Ils arrivent à compenser cette chute de la marge brute par pas une hausse du taux de marge d'EBITDA, mais vraiment, ils ont freiné cette baisse du taux de marge d'EBITDA avec de l'efficience opérationnelle. Ça passe évidemment par des délocalisations. Et ouais, parce qu'en France, le coût du travail est beaucoup trop cher à cause d'un modèle économique et social obsolète. C'est une autre histoire. Taux de marge de free cash flow, on est à 10%. Sur Michelin. Donc ça c'est pas mal. Hein. C'est une boîte qui a une cyclicité quand même hein, sur le free cash flow. Ils ont besoin d'investir quand même. Et donc de temps en temps on se prend des free cash flow qui sont négatifs voire nuls. Et qu'on va aller voir ce qui se passe. Mais là on peut intuitivement penser, on verra hein, que ce sont des capex. Mais donc là on est quand même actuellement en tout cas sur les quelques dernières années sur un taux de marge de free cash flow qui est tout à fait honnête et qui est aussi le signe d'une entreprise qui est mature. Ça c'est évident. Taux de marge net lui à 6%, plutôt stable. C'est pas l'agrégat le plus intéressant. À mon avis, vu qu'on est sur une boîte croissance, une boîte qui a moins de croissance, on est plutôt sur un taux de marge de free cash flow pour voir un peu ce qui va nous revenir dans la poche en tant qu'actionnaire. Donc 10%, ça reste tout à fait honorable. Comment ça se convertit justement ce résultat net en free cash flow? On voit que sur 10 ans, on est à peu près à l'équilibre. On va dire que c'est négligeable le différentiel ici, mais il y a toujours un peu plus de résultat net que de free cash flow. Sur 5 ans, c'est moins le cas. Donc, on a un peu changé de profil quand même. Sur les 5 dernières années, on commence à être sur une boîte qui, maintenant, a une génération de free cash flow structurellement plus élevée que le résultat net. Ça peut être aussi le signe d'une boîte qui investit moins qu'avant. Bon. Et qui a optimisé son BFR de façon assez agressive. Et donc, on va aller regarder ça tout de suite. Si on voit son besoin en fonds de roulement, il est positif. Ça, c'est moins bien. Ça veut dire que vous devez mettre de la liquidité pour faire tourner les opérations. Donc, ça fait monter votre endettement mécaniquement. La variation du besoin en fonds de roulement sur 10 ans, elle est neutre. Ça, c'est plutôt pas mal.
et ils ont eu un gros dérapage jusqu'à 2022. Bon, ça, on peut penser au prix des matières premières, hein, qui a complètement explosé en 2022 avec l'inflation. Ça s'est quand même bien résorbé par la suite. Donc ça, c'est pas mal. Ils sont revenus sur un point de neutre. Donc le BFR sur 10 ans, il bouge pas beaucoup. Ça, c'est pas trop mal, on va dire à la rigueur. On aimerait que ça s'améliore beaucoup plus. Mais là, voilà, hein, vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens de pression sur vos fournisseurs. Hein. Souvent, les fournisseurs de matières premières, ce sont des grands groupes, style Glencore, etc., qui, eux, vous mettent des pressions sur le délai de paiement et vous n'avez pas de votre mot à dire, même si vous êtes Michelin avec une market cap de 23 milliards. Hein. Là-dessus, il n'y a pas trop de marge de manœuvre. Si on regarde les investissements, plus de capex que de dotations aux amortissements. Donc le décalage, en fait, vient principalement de ça. Hein. La boîte continue d'investir. Est-ce qu'ils ont raison? L'avenir nous le dira. Est-ce que ces investissements derrière vont déboucher sur de la croissance additionnelle? Je le pense, moi. Je le pense parce que ils sont en train d'entrer dans une phase d'investissement pour le véhicule électrique et pour les nouveaux marchés qui vont arriver. Ça va, pour l'instant, un peu peser, évidemment, sur la génération de free cash flow. Mais je pense qu'il y aura de la croissance future. En plus, l'automobile, c'est pas du tout un marché qui va disparaître. Hein. Il est en train de se transformer. On passe plutôt vers le moteur électrique et puis vers la conduite autonome. Donc peut-être qu'il y aura plus de voitures à cause de la conduite autonome. J'ai pas étudié la question, mais en tout cas avec les véhicules électriques, on est sur des véhicules qui sont beaucoup plus lourds et donc il faut des pneus spécialisés. Et c'est ce que essaye de capter Michelin avec leurs investissements. Donc je pense qu'ils font ce qu'il faut au niveau des investissements. Ça pèse un peu sur les free cash flow. Mais on voit quand même sur 5 ans, finalement, malgré tout, on est sur des free cash flow en excès par rapport aux résultats nets. Donc c'est pas si mal, on va dire. Voilà. C'est pas du tout une boîte asset light, hein, ça c'est clair. Hein. C'est une boîte qui a besoin de beaucoup de capital pour opérer. On va regarder la rentabilité opérationnelle et comment elle se décompose. Donc on a vraiment des capitaux investis de mémoire qui est un petit peu faiblard quand même. Voilà, on a 8,2%. Bon, faiblard, pas tant que ça. Hein. C'est une boîte intensive en capital. Donc moi je trouve que c'est honorable comme performance. On a évidemment les investissements qui pèsent sur l'EBIT. Donc le résultat d'exploitation. Donc forcément, ça fait baisser le rendement des capitaux investis, alors que la rotation d'actifs est relativement stable. Voilà. Ils n'ont pas trop perdu d'efficience opérationnelle. En fait, en gros, hein, la rotation d'actifs, ça vous dit est-ce que vous êtes efficace avec l'utilisation de vos actifs, que ce soit les actifs immobilisés, donc les usines, ou votre BFR. Hein, donc, est-ce que vous optimisez bien votre BFR? Bon, sur 10 ans, ça a un petit peu baissé quand même. Donc là, ils sont devenus un peu plus intensifs en capital. Malheureusement, ça pèse un petit peu. L'un dans l'autre, on reste sur un niveau qui est honorable à 8,2%. Malgré tout, pour Michelin, boîte cyclique, ce qui veut dire qu'il y a un bêta qui est quand même un peu supérieur à 1 normalement, avec un coût des fonds propres qui est un peu plus élevé, un coût de la dette un peu plus élevé que Vinci par exemple, hein, parce qu'on n'a pas une énorme visibilité sur les cash flows. Voilà. Je pense que la création de valeur est un petit peu juste au niveau actuel. Hein. On doit être au niveau du coût moyen pondéré du capital, mais pas beaucoup plus, hein, à 8%, 8,2%. Qui est plutôt bon. Ce qu'il faut s'attendre par la suite, ce à quoi il faut s'attendre par la suite, c'est une hausse de cette rentabilité. Ça serait bien. Si elle est déprimée à cause des investissements, mais si on a un résultat d'exploitation qui commence à remonter, la création de valeur va se reprendre. Il ne faut pas enterrer trop vite Michelin. Ça va être une histoire de recovery. Au niveau de la dette, on est sur une boîte qui est gérée de façon prudente, puisqu'on a une dette qui correspond à une fois l'EBITDA. Je pense que c'est optimal. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin, parce que c'est une boîte qui est cyclique. Et donc, si vous êtes sur un cycle qui se retourne brutalement, tout de suite, votre EBITDA va s'effondrer et votre levier exploser. Donc, il vaut mieux rester sur des niveaux conservateurs, c'est ce qu'ils font. C'est une bonne idée. Au niveau des free cash flow, c'est moins de 2 fois. Bon, la dette est maîtrisée, je pense que voilà, c'est un niveau optimal et que le management est confortable avec ce niveau de dette. Est-ce que l'actionnaire voit la couleur du cash? Parce que bon, comme on a une free cash flow qui est un peu cyclique, est-ce que le management en rend structurellement? On va voir ça. Donc on est sur 2,6 milliards de free cash flow, 940 millions de dividendes. Donc on est sur la moitié des free cash flow, grosso modo, un peu moins d'ailleurs, hein, donc c'est plutôt bien, qui sont rendus en dividendes. Donc le dividende est conservateur et à un niveau de rendement qui est sympathique. Hein. On est à 3,5, on l'a vu tout à l'heure, hein, 3,5, autour de 3,5, 4%, ce qui est pas mal. Et ce qui est bien aussi, hein, les rachats d'actions. Là, on rachète copieusement les actions. Donc ça améliore votre rendement d'actionnaire à 7,7%. Pas si mal. Et ce qui est bien, je le dis souvent, hein, mais sur les rachats d'actions, c'est que c'est discrétionnaire. D'un coup, vous avez besoin de faire des gros capex, bon ben on va couper les rachats d'actions. Personne ne vous en voudra. Si vous coupez le dividende, les actionnaires qui sont là pour le dividende, ils vont pas être contents. Donc c'est plutôt une très très bonne idée de faire ça. Ça c'est une très bonne allocation du capital. Donc à nouveau, chapeau au management. Je trouve qu'ils font ce qu'il faut. Quand on est dans une boîte qui est dans une industrie mature, on doit rendre l'argent aux actionnaires plus ou moins vite, en fonction de là où on en est dans le cycle de maturité, mais eux, ils sont quand même relativement avancés dans leur cycle de maturité, donc on rend le cash aux actionnaires, 7,7% de rendement à l'actionnaire, c'est pas mal, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on paye cher, Michelin? Alors, on va se regarder ça en valeur d'entreprise sur EBITDA et en price to free cash flow. Bon,
En fait, la valorisation n'est pas si déprimée que ça, hein. On est à 6 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, c'est pas non plus dans l'absolu très élevé, mais la médiane c'est 5,4. Et je pense que le marché anticipe quand même un petit peu le fait que les marges se redressent et que on va réussir probablement, je pense qu'ils y arriveront, le turnaround et reprendre des parts de marché. C'est ce qui est en train de se passer. On revient sur des niveaux de valorisation qui sont pas non plus absurdes, hein. On a vu ça plutôt au début de la décennie. Après, ça s'est un peu tassé. Il y a quand même eu des difficultés, hein, vers 2022, inflation, coût des matières premières, coût du travail, enfin bref. Là, ça va un petit peu mieux. Donc, je comprends pourquoi on a une expansion de multiples ici. Au niveau du price to free cash flow, c'est de 9,4 contre une médiane de 12,9. Donc, on ne paye pas très cher à nouveau, hein. Au niveau des multiples, c'est tout à fait raisonnable du Michelin. Et si on regarde la valorisation en termes de simulation DCF, hein, comme j'ai fait sur Vinci, on voit que en médiane actuellement, sur cette simulation, on devrait être à 39 euros. Actuellement, on est sur du 34,6, 35 euros. Bon, il y a quand même une petite marge de sécurité ici. Et donc, le cours actuel, ce qu'il embarque, d'après ces simulations, c'est une croissance sur la phase initiale de croissance qui durerait 7 ans de 2,4% des free cash flow. Bon, oh, c'est un peu pessimiste. Les free cash flow, quand même, commencent à remonter un peu structurellement, hein. Donc, on est pas mal, en réalité, sur la génération free cash flow. Et un coût moyen pondéré du capital à 8,3. Bon, ça, je suis prêt à l'accepter, hein, quand même. On est sur une boîte visiblement quand même très cyclique. 8,3, on va dire que c'est conservateur. C'est pas agressif comme taux d'actualisation. Donc, ça, c'est raisonnable. Et une croissance terminale, donc à l'infini, de 1,7%. Bon, ça, c'est un peu conservateur aussi. Voilà. Donc, le cours actuel, je trouve pas qu'il est aberrant non plus, mais il est quand même conservateur. Donc si le management arrive à livrer son plan de restructuration, turnaround, changement d'intensité capitalistique peut-être, donc je pense qu'on aura droit à une hausse du cours si le management arrive à réussir son turnaround et livre ce qui est promis. Il n'y aura pas besoin d'une énorme surprise positive, hein. Je pense que si le management livre son plan, vu la valorisation actuelle, je pense qu'on ira recoller à la médiane. Bon, ça vous donne un potentiel de 15-20%. Et puis vous avez le dividende autour de 4% actuellement. Et le rendement de l'actionnaire à 7,7. Donc plutôt sympathique à mon avis. Du Michelin, ça sera plus sportif que du Vinci. Ils sont aussi très mondialisés. Donc ils souffriront pas trop, à mon avis, d'un séisme politique en France. Bien sûr, il faut prendre ce risque en compte. Je pense qu'ils ne sont pas non plus trop exposés à ça, ce qui est plutôt un avantage. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.